Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur Caro Magic Books. Hop, petit réglage de la caméra. J'espère que vous allez bien. Bon, moi aussi ça va, voilà. Je vous ai fait un book haul la dernière fois. J'ai oublié mes cadeaux de fête des mères. Alors bien sûr, quand vous allez voir la vidéo, la fête des mères, elle sera peut-être passée depuis 8 ou 10 jours, mais bon, c'est pas grave. Mais je referai un book haul de toute façon parce que j'en ai encore plein à vous présenter. Donc voilà, j'ai reçu en fait ces deux séries que je suis, enfin un auteur que je suis depuis très très longtemps, je ne vous le présente plus, Franck Tillier. En plus il est du Nord, donc c'est super, de temps en temps. Enfin le problème c'est quand il vient, il fait beaucoup de salons dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin maintenant appelé les Hauts-de-France puisque la Picardie s'est rajoutée au Nord-Pas-de-Calais. Le problème c'est quand vous y allez et c'est qu'il y a toujours une foule de personnes terribles. Alors moi j'ai essayé de... Je sais qu'au salon de Lens, il allait être là, mais comme je l'avais vu avant, je me suis dit, bon, je refais pas la queue. Et en fait, quand je suis arrivée le dimanche, il n'était pas là le dimanche matin. Donc heureusement que j'avais pas prévu de faire dédicacer le livre, mais j'étais allée avant, je crois que c'était à Rimbaudcourt, donc avec 1991, hein, parce que le Labyrinthe n'était pas encore sorti, qui est 1991, qui est son dernier, avant-dernier livre, pardon, roman pour le faire dédicacer. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu la file d'attente. En plus, vous avez des gens qui arrivent avec tout leur paquet de livres, là, tous leurs livres de Franck Tellier, pour, bon, peut-être pas tous quand même, mais pour les faire dédicacer. Alors vous aviez des gens derrière moi qui râlaient parce que, ah oui, mais ils viennent avec tous leurs livres. Alors, du coup, ça prenait un temps un peu phénoménal. Bon, vous arrivez avec votre petit livre, tout, bon, c'était pas trop gênant, mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. C'est vrai que si tout le monde faisait ça, ce serait un peu compliqué. Et ce jour-là, il y avait aussi Claire Favant, et j'ai eu le même tour pour Claire Favant. C'est-à-dire qu'il y avait que deux personnes devant moi, mais il y avait une dame qui était là, qui avait tous ses livres de Claire Favant et ceux de sa copine. Donc, elle faisait dédicacer les siens et ceux de sa copine. Donc, je me suis dit... Bon, du coup, j'ai patienté un petit peu pour Claire Favant. Je me suis dit, c'est bon, il y a deux personnes, ça va aller vite. Bah non, tout compte fait, ça n'a pas été si vite que ça. Donc, voilà. Donc, le dernier Franck Tillier. Donc, comme ces dernières années, j'étais pas mal happée par les services presse, j'ai beaucoup de retard sur mes Franck Tillier. Pour vous dire, je sais même plus trop où j'en suis. Je regarde parce que les Franck Tillier sont dans l'autre bibliothèque. Je sais même plus où j'en suis au niveau des Henbel et Charcot. Je crois que le dernier que j'ai lu, c'est Pandemia. Et encore, est-ce que j'en ai lu un autre après? Je suis pas sûre. Je crois qu'Atomka, je ne l'ai pas lu. Donc celui-là, apparemment, il clôt une trilogie où il vaut mieux plus ou moins lire dans l'ordre le manuscrit inachevé et il était deux fois. Donc je ne les ai pas lus ni l'un ni l'autre, évidemment. C'est vrai que c'est là j'ai quand même ralenti un petit peu les SP où je choisis davantage. J'avais tendance à ne jamais dire non quand un auteur me proposait un service presse. Et là, j'ai tendance vraiment à plus choisir, à plus limiter mes services presse parce que il y a un moment l'année dernière, j'en pouvais plus quoi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisissais, c'est quand un auteur me demandait, j'y disais oui à chaque fois. Donc ça finissait par être un léger dégoût au niveau de la lecture, ce qui était quand même embêtant quand vous êtes voilà, quand vous aimez lire, quand c'est votre passion. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit, bon, je finis mes derniers SP et maintenant, ce sera vraiment des SP que, voilà, je lis les résumés et j'accepte ou pas. Après, c'est pas gage que ça va me plaire, mais voilà, j'aurais choisi moi-même parce que c'est vrai que on finit par être submergé et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai vu des gens aussi qui reculent un petit peu. À force, c'est un peu, voilà, c'est un peu embêtant. C'est embêtant de dire non, hein. Moi, personnellement, j'aime pas dire non. Mais c'est vrai que sinon on s'en sort pas, on est débordé. Et puis là, ça faisait 2 3 ans que je lisais énormément sur tablette, sur numérique, et j'avais envie de revenir aussi au papier, donc bon, ça fait du bien. Ça fait du bien, par contre, ça fait pas du bien au rangement, parce que voilà, j'ai rangé un peu mon cache radiateur qui était devenu une bibliothèque. En fait, j'y mettais quasiment tous mes livres, tous les livres que j'avais pas lus, même s'il y en a là, même s'il y en a là, il y en a en haut, il y en a un petit peu partout. Mais là, j'avais vraiment accumulé, accumulé, accumulé. Donc j'ai commencé à ranger. Mon mari avait été très patient jusque-là. Le jour, il m'a dit quand même ce serait pas mal. Donc j'ai commencé à ranger un peu dans les bibliothèques, mais bon, c'est vrai qu'avec l'arrivée des enfants, évidemment, il y a un petit peu moins de place. Vous voyez, il y a des jouets derrière moi, tout ça, c'est un peu... il y a un petit peu moins de place. J'en avais vendu pas mal de livres. Là, j'ai 2 cartons que je vais mettre soit à vendre, soit dans des boîtes à livres. Mais
voilà quoi. Donc j'ai encore 2 cartons. C'est pour ça, là, je peux même pas en revendre, puisque ceux que j'ai, c'est des collections, c'est des séries, des sagas. Les bandes dessinées, je vais pas les revendre non plus, mes beaux livres non plus, mes livres dédicacés non plus, et j'en ai beaucoup. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et puis les enfants ont aussi leurs propres livres maintenant, même si c'est pas des gros lecteurs pour le moment. Bon, j'espère que ça va un petit peu changer, mais donc je remettais la tablette à jour. C'est pour ça que vous m'avez vu bouger. Voilà, donc là j'ai commencé à ranger un petit peu parce que en fait donc c'était un cache radiateur, mais c'est du costaud, hein, parce que donc je sais pas, le cache radiateur peut-être arrive là. J'ai une pile de livres à lire jusque là. Enfin voilà, j'ai gardé quand même une part. Je regarde parce que c'est juste dans mon angle de vue. Et j'ai ma pile à lire pour le challenge Paye ton slip. Donc je le répète, si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, ou sur Instagram ou sur Facebook. Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre. Donc il y a le groupe Facebook, l'Instagram, la chaîne Twitch et la chaîne YouTube Il est bien ce livre. Moi j'adore. J'adore. Elle fait des Read With Me aussi, hein, vous pouvez lire. On lit en groupe, en fait, même si c'est enfin, virtuel. Il y a quand même un chat entre deux, des petites pauses de discussion. Si je peux les faire, je les fais, mais c'est vrai que souvent le soir, j'en profite pour faire mes chroniques, donc je ne peux pas toujours y participer, mais quand je peux, j'y participe aussi, j'aime bien. Donc là, elle a lancé j'aime beaucoup sa chaîne, hein, je le dis à chaque fois, mais j'aime beaucoup. Elle a lancé un challenge qui s'appelle Paye ton slip. En fait, c'est que le truc, c'est que dès qu'elle a un gros coup de cœur sur un livre, c'est un slip. Donc, vous la verrez mettre un slip sur la tête. Alors, je dis comme ça fait un peu bizarre. Mais franchement, allez faire un tour sur sa chaîne. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Voilà, c'est beaucoup du thriller, hein, du roman noir, du policier. Mais elle va aussi vers d'autres livres qui sont par exemple ce qu'elle appelle du thriller conjugal, enfin, du suspense. Voilà, c'est pas que du pur thriller. Et voilà, elle a une façon d'en parler. Vous ressortez avec une wishlist énorme. Mais c'est super intéressant. Et donc là, il y a ce challenge qui a été organisé du 1er juin au 31 août, où en fait, vous choisissez la taille de votre slip qui correspond au nombre de livres que vous pensez lire durant l'été. Donc, moi, j'ai choisi la taille L qui correspond à 40 livres. Je pense que la plus petite taille, c'est S. Je ne sais plus combien de livres, c'est peut-être 20 livres, je pense. Non, la taille L, c'est pas 40 livres, c'est 30 livres. Moi, je ne sais même plus. Ah, je suis une bêtise. Si, ça doit être 40 livres. 40 livres, la taille L. Non, je dis une bêtise. Ça doit être 30 livres. Oui, parce que 3 mois, non, je lis pas. Non, parce que mon rythme de lecture est entre 8 et 10 lectures par mois. Donc, ouais. Donc, c'est 30 livres. Donc, XL, ça doit être 40. Et S, ça doit être 10, je pense. Et M, 20. Voilà. Mais enfin, en tout cas, allez sur son Instagram, sur sa chaîne. C'est vraiment super. Puis le challenge n'est pas compliqué. Vous choisissez ce que vous voulez comme livre et vous notez juste ce que vous avez lu. Il n'y a pas de grosses contraintes. Donc voilà, donc j'ai eu le dernier Franck Tillier. Le dernier, alors, Cormoran Strike. Alors c'est pareil, c'est un détective privé qu'on retrouve dans plusieurs, mais je vous referai un book haul, dans plusieurs séries. Donc c'est écrit par Robert Galbraith, qui est en fait J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. En fait, après le succès d'Harry Potter, elle avait écrit un autre livre que moi j'avais bien aimé, qui était Une place à prendre, qui était un très bon livre, j'avais trouvé. Mais bon, bien sûr, il y a eu des détracteurs, des critiques négatives. Donc, pour tester voilà, son écriture, elle a écrit sous un autre nom, Robert Galbraith. Elle a sorti la première enquête de Cormoran Strike et pour voir, voilà, pour avoir des critiques objectives. Et ça a super bien marché, ce qui fait que là, ça doit être le 5. Alors, c'est pareil, j'ai un peu de retard, j'ai pas lu le dernier. Ça doit être le 5e quand même, donc ça marche super bien. Alors, voilà, c'est un bébé de 1000 pages. Hein. Non, 900 pages, j'exagère, un peu plus de 900 pages. Mais je vois, plus ça va, plus ça grossit. Puis j'ai reçu aussi. Alors, je suis contente parce que je m'étais dit, tiens, j'ai pas de marque-page avec voilà, des petits rubans comme ça, avec voilà, donc c'est des petits cadeaux de mes enfants pour la fête des mères, donc je suis contente. Je suis contente. Voilà, sinon, bon, on va peut-être passer à l'update lecture. Hein, parce que je papote, et puis du coup. On n'avance pas beaucoup et j'en ai pas mal et c'est vrai que à force on oublie vite quand même. Donc j'ai lu, c'était au mois de mai. Oui, quand vous aurez la vidéo, on sera en juin. Donc Les filles qui mentent de Eva Björg
Gísdóttir, c'est jamais facile à prononcer les noms islandais. En fait, l'autrice a écrit un premier roman qui s'appelle Elma, et ça, on retrouve la même. Alors, elle est flic, mais je ne sais plus quel grade elle a. Mais Elma, c'est le nom de l'héroïne, de la flic, et on la retrouve dans cette deuxième enquête. Alors moi, j'ai pas lu le premier, j'ai le livre, mais j'ai pas encore lu je l'ai pas encore lu. Vous pouvez le lire, vous pouvez lire le deuxième, ça spoil pas du tout. Donc là, c'est aux éditions de La Martinière. C'est vrai qu'ils font des trucs policiers maintenant. C'est avec eux aussi que j'avais découvert Ragnar Jonansson. Et là, bon, j'avais un petit peu peur de me lasser parce que j'avais lu Froid comme l'enfer peu de temps auparavant, qui se passe aussi en Islande, qui est aussi un polar nordique. Donc je me suis dit, fais gaffe de pas non plus, à force de lire le même genre, de pas te lasser. Au début, j'ai eu un petit peu peur et en fait, j'ai vraiment été prise dans l'histoire. En fait, on va suivre donc Elma, je sais plus si elle est inspectrice, je pense quand même, elle a quand même un grade. Je ne sais plus exactement. On va découvrir un corps dans la lave, parce que voilà, l'Islande, c'est une île volcanique, hein, c'est les volcans voilà, qui sont entrés en éruption il y a je ne sais pas combien de millions d'années, et ça a créé, la lave a durci, ça a créé une île. Moi j'y suis allée, c'est assez impressionnant quand même. Donc vous avez ce qu'on appelle des champs de lave. Moi quand j'y suis allée c'était en hiver, hein, donc les champs de lave... Enfin c'était pas en hiver, on était en avril, mais c'est l'Islande. Donc à cette époque-là de l'année c'est comme si vous étiez encore en hiver, hein, c'est à peu près pareil. Donc j'ai pas vu les champs de lave, par contre c'est un pays magnifique, parce que tout était recouvert de neige évidemment. Donc là on retrouve un corps dans ce champ de lave et on pense que c'est une jeune femme qui a disparu il y a déjà plusieurs mois. Les gens pensaient soit elle était partie, soit elle avait, parce qu'elle avait laissé juste un petit mot énigmatique à sa fille, lui disant de lui pardonner, ou bien qu'elle était partie se suicider. En fait, là, il se trouve que le corps qu'on retrouve, c'est un corps qui a été bien été... Enfin, c'est pas un corps, c'est une personne qui a été assassinée. Un corps assassiné, ça rime pas à grand-chose. Donc, c'est donc bien une personne qui a été assassinée. Dans le même temps, on va suivre, j'aime beaucoup parce que, en fait, dans ces polars nordiques, souvent les réponses se trouvent dans le passé des personnages. Et là, ça débute avec voilà, une voix off. On sait que c'est une femme qui parle, qui vient d'accoucher, et on va la suivre sur plusieurs années. On va voir ses relations avec elle, ce qu'elle pense. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur la vie. Les difficultés qu'elle a à avoir un sentiment maternel envers ce bébé qu'elle a eu. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, oui, mais on ne sait pas qui parle. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bah, c'est une telle qui parle de son passé, voilà, quand elle a accouché, quand elle a eu son enfant. Et après, je me suis dit, ouais, mais attends, fais gaffe, parce qu'en fait, on ne sait pas qui parle là. Donc voilà, c'est toujours super bien fait. Moi, j'aime bien cette atmosphère assez pesante, qui aborde toujours des sujets derrière, des sujets pas faciles. Froid comme l'enfer, il parle en fait des femmes battues. Là, on va parler plutôt des enfants maltraités ou négligés. Donc voilà, c'est toujours des sujets assez durs. Mais voilà, comme ça passe par le biais du thriller, du suspense, ça passe mieux quelque part, et en même temps, ça vous montre une réalité malheureusement très dure. Donc là, on va suivre plusieurs personnages, plusieurs femmes, plusieurs enfants aussi. Donc il y a vraiment un rapport avec la maternité, c'est-à-dire que ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent des enfants qui n'arrivent pas à en avoir, ceux qui en ont mais qui n'ont pas de sentiment maternel ou paternel. Voilà, on va surtout parler de maternité. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces sujets-là qui sont abordés, toujours dans une ambiance voilà, nordique que moi j'aime beaucoup. Et le personnage d'Elma m'a beaucoup plu, hein. C'est un personnage qui a connu un drame dans sa vie, donc voilà, c'est un personnage auquel on s'attache, et puis les rebondissements sont toujours super bien faits. Et puis ça fait 2 fois que ça a été la même chose pour Froid comme l'enfer, c'est la même chose pour les filles qui manquent, c'est-à-dire que à la fin, nous lecteurs, on a les réponses, mais les inspecteurs n'ont pas toutes les réponses, ce qui fait que l'histoire n'est pas complètement... Je veux dire, si c'était dans la réalité, il ne pourrait pas vraiment classer... moi, je pense qu'il la classe quand même, il ne pourrait pas vraiment classer l'affaire. Nous, on sait, eux ne savent pas tout. Donc là, en plus, il y a
cette petite complicité créée entre l'auteur et puis ses lecteurs. Donc voilà, les filles qui mentent. Mais j'ai vraiment... enfin voilà, je suis adepte du polar nordique, ça ne changera pas. Sinon, alors dans un autre genre, j'ai lu Les Corbeaux. Hop. Alors on est plus dans du fantastique. Fantaisie fantastique. Les Corbeaux, c'est les vestiges de l'Arsenal. C'est de Lydie Blaiseau et c'est aux éditions de l'Alchimiste. Alors je crois que là, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est... Je crois que c'est Cherbourg qu'on voit. C'est français. Voilà, c'est sympa aussi de lire un peu de... C'est pas de l'heroic fantasy, c'est plus de la fantasy avec à côté steampunk. Et c'est sympa de lire aussi, de voir qu'il y a des auteurs français aussi qui se lancent là-dedans. Donc là, on va se retrouver dans un monde... Alors c'est à la fois une dystopie, oui, une dystopie, puisque on se retrouve donc dans notre monde. Hein, c'est pour ça que c'est pas de l'heroic fantasy. C'est bien notre monde à nous. Alors on ne sait pas trop à quelle époque ça se situe. Je ne sais pas si c'est au 19e ou au 20e, enfin si ça s'inspire du 20e, enfin ou du 21e siècle plutôt d'ailleurs, ou du 19e, parce qu'on a du mal un peu à se situer. Il n'y a pas trop de... Au niveau des costumes des personnages, il n'y a pas de dates qui sont données. On sait juste qu'une héroïne à un moment a des robes assez amples. Mais est-ce que c'est veut dire qu'elle est habillée un peu, voilà, style fin 19e? Je ne sais pas trop. Parce qu'il y a un mélange donc, de genres. En fait, il y a une tempête, ce qu'ils appellent la tempête, qui est arrivée notamment sur les côtes anglaises et françaises et qui a détruit, qui a détruit le monde qu'on connaît, et particulièrement sur les côtes françaises et anglaises. Derrière ça, en fait, donc tous les ports ont été abandonnés, évidemment, les arsenaux aussi. Hein, c'est pour ça que on parle des vestiges de l'arsenal. Et les machines se sont mises à avoir leur propre vie, à se mettre en route toutes seules. Donc les gens ont une grande méfiance envers la technologie, ce qui fait qu'on est dans un monde effectivement sans très peu de technologie. Tout ce qui est un petit peu technologique, on a un des personnages qui a une espèce de moto, moto bicyclette un peu refaite, et c'est un petit peu mal vu par les autres, par les habitants. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a ce mélange de steampunk, parce que dans le steampunk, normalement, c'est des romans qui se passent en Angleterre à la fin du 19e siècle, à l'époque de la reine Victoria. Et on peut y trouver des créatures fantastiques et y trouver aussi des engins, des engins un peu... une mécanique qu'ils n'avaient pas à l'époque en vrai, mais des engins un peu particuliers, très bizarres. Voilà, donc là on retrouve un petit peu ça, ce côté-là sur la mécanique, mais en même temps il y a une grande défiance envers tout ce qui est technologique. Et on va suivre les corbeaux. Alors les corbeaux, après la tempête, il y a des humains qui ont développé un don, celui de voir les spectres et de pouvoir leur parler, voire parfois même de faire plus avec eux. On va suivre Nayeli, donc qui est une corbeau. Il faut savoir que les corbeaux sont souvent sollicités par la police ou le gouvernement pour les aider dans leurs enquêtes. Sauf qu'elle, elle est née dans les bas-fonds de Londres. Donc elle a du mal, elle veut à tout prix se sortir de là, mais bon, c'est compliqué. Et il faut qu'elle se trouve un maître. Chaque corbeau doit trouver son maître, et elle finit, à l'aide de rêves, par trouver son maître. Il se trouve en France, donc elle va à Cherbourg. Et donc elle va rencontrer le professeur. Par contre, je ne sais plus le nom du professeur. Je n'ai pas retrouvé, je parie. C'est Reynard Boniface, voilà, Reynard Boniface, donc qui lui aussi est un corbeau, et qui va l'initier, lui apprendre à se servir de ses pouvoirs. Dans le même temps, on va suivre un fonctionnaire pas du tout sympathique, et puis un homme qui est rescapé d'une expédition justement dans un port où voilà, il en est ressorti défiguré, brûlé, et avec un bras artificiel. Voilà, il y a quand même toute cette méfiance derrière. Hein. On retrouve un savant un peu génial qui lui a créé ce bras, mais qui est enfin voilà, qui est un véritable génie, mais qui en même temps est un peu fou sur les bords. On le croiserait dans la rue, on l'enfermerait dans un hôpital psychiatrique, je pense. Mais voilà, mais c'est un génie. Et tous ces personnages vont... Et on retrouve plus loin aussi une jeune fille qui apparaît de bonne famille. Et ils vont se retrouver confrontés à plusieurs mystères, à une société secrète
composé d'ouvriers, d'anciens ouvriers voilà, du port de Cherbourg, de l'Arsenal. Et puis derrière, il y a toute une autre histoire. Bien sûr, il y a les fantômes qui rentrent aussi en ligne de compte, puisqu'ils vont permettre au personnage, à Nayeli et à son maître, de pouvoir avancer dans l'enquête. Et puis, ils auront un rôle important à jouer aussi dans le final de l'histoire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, c'est à découvrir. Quel mystère se cache derrière tout ça? Pourquoi les machines se mettent en route toutes seules? Quelle est l'implication des fantômes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire derrière les ficelles, derrière tout ça? Voilà, donc on a ces différents personnages qui vont se retrouver ensemble. Il y a pas mal d'humour, donc ça c'est sympa aussi. Parce qu'on a entre voilà, Reynard Boniface qui est un peu un doudingue aussi, et puis ce professeur, enfin ce savant génial, mais un peu atypique et asocial. Voilà, on a quand même une bonne dose d'humour. Je ne sais pas si c'est un tome 1, c'est pas marqué tome 1, mais en tout cas, le roman a une fin. L'enquête se termine, mais voilà, on peut imaginer un tas d'autres histoires avec ces corbeaux, puisque voilà, il y a une infinité de choses possibles, puisqu'ils sont capables de parler avec les fantômes, et on voit qu'ils peuvent aussi développer d'autres dons concernant les défunts voilà, qui errent encore sur notre monde parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fini, ou ils sont morts trop brutalement pour se rendre compte qu'ils sont morts, ou ils ont encore de la famille, ils s'inquiètent pour leur famille, voilà. Donc il y a plein de choses encore à développer. Donc je ne sais pas si l'auteur développera un peu, mais je pense, hein, pour moi, il y a vraiment de quoi développer d'autres volumes. Voilà, alors après, voilà, je vous en avais parlé l'autre fois sur mes dernières lectures, les fêlures de Barbara Abel. Donc là, en fait, on va suivre deux sœurs et on va suivre plusieurs personnes. Pour commencer, en fait, Roxane, on suit l'histoire de Roxane et Martin, qui sont un jeune couple assez fusionnel, et on les retrouve. Enfin, c'est la sœur de Roxane. Je vais pas retrouver son nom. C'est trop bête parce que, en plus, c'est Garance. Si je dis pas de bêtises, non, je dis une bêtise. Oui, c'est Garance. Voilà, donc c'est Garance qui les retrouve, et ils ont tous les deux écrit une lettre disant qu'ils se suicidaient. Alors sauf que Roxane, les pompiers arrivent à la réanimer alors que Martin, lui, meurt. Donc évidemment, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que ce n'est pas une fausse tentative de suicide de la part de Roxane pour assassiner Martin? D'autant que Martin est un jeune homme plutôt banal, mais qui vient d'une famille très riche, alors que Roxane est une très jolie femme. Et beaucoup de personnes se sont demandé ce qui est une très jolie femme en plus qui rayonne, hein, voilà, qui a un soleil pour les gens qui l'entourent, enfin au premier abord. Et voilà, on se demande pourquoi, beaucoup de personnes se demandent pourquoi elle a jeté son dévolu sur Martin, à part le fait qu'il soit voilà, issu d'une famille riche. Donc on va beaucoup suivre les relations entre les deux sœurs, entre Garance et Roxane. On va découvrir leur passé familial qui est quand même très complexe, hein, entre un père qui a été absent, une mère qui était voilà, assez dysfonctionnelle, pour faire simple. Voilà, donc puis pour pas trop vous en dire non plus, mais voilà, on va en découvrir beaucoup. On va suivre aussi la mère et le frère de Martin. Alors je veux dire, tous les personnages ont en effet des fêlures. Donc ils sont tous sympathiques, si ce n'est les parents, je dirais pour le coup, parce que les parents de Roxane et Garance, bon. Enfin voilà, c'était très dysfonctionnel. La mère de Martin, c'est un personnage que j'ai pas aimé du tout. Elle veut, en fait, elle a construit un empire avec son mari qui est décédé au moment du livre. Et c'est une femme, alors elle a une cinquantaine, une quarantaine d'années, c'est une très belle femme, mais elle veut tout contrôler, elle est très froide. Elle a été très froide avec son fils aîné qui était destiné à reprendre l'entreprise. Elle a un peu laissé Martin de côté, qui était le Benjamin, le dernier né. Et on a des flashbacks comme ça aussi. Même si Martin est décédé, on voit des flashbacks où on voit Martin se souvenir de son enfance, ou aussi sa mère se souvenir de l'enfance de Martin. Il y a une scène qui est très émouvante, je trouve, où
où Martin est encore un petit garçon, et puis en plus c'était un petit garçon qui n'était pas très costaud, qui brillait pas en sport, qui était plus attiré par les arts que par l'école ou par le sport. Et en fait, il se fait embêter par des plus grands que lui. Donc, enfin, tu vois, un gamin de 8-10 ans, qu'est-ce qu'il peut faire face à des grands qui s'en prennent à lui? Donc, il arrive vers sa mère en pleurant, ou les larmes aux yeux. Je crois qu'il pleure. Non, il pleure pas, je crois, en plus. Il ose même pas pleurer. Et sa mère, en fait, lui dit que bah, il faut pas qu'il soit faible, il faut pas qu'il se laisse faire. Et c'est dur, enfin, de dire ça à un gamin de 8-10 ans, alors que il demande qu'une chose à sa mère, c'est qu'elle le réconforte. Tout ce qu'il lit dans les yeux de sa mère, c'est de la déception. Et c'est horrible pour un gamin de cet âge-là. Donc on se rend compte que, alors même s'il est né dans un milieu très aisé, il n'a pas eu non plus une enfance super géniale, quoi. C'est une mère très froide. Et tout au long du livre, elle veut garder le contrôle. On la voit jamais verser une larme. Donc voilà. Après, il y a un final qui est... Donc il y a du suspense, mais on parle beaucoup aussi des... Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on parle aussi beaucoup de la famille. Voilà, des fêlures qu'on porte en nous justement à cause de l'enfance qu'on a pu avoir, de l'enfance et de l'adolescence. On parle aussi de résilience. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on a beau avoir eu une enfance ou une adolescence pourrie, on peut quand même s'en sortir et avoir envie de vivre et avoir envie de s'en sortir. Donc c'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est très compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense parce que voilà, Roxane est un personnage, c'est une très belle jeune femme, très solaire, mais en même temps, on se rend compte qu'elle a une capacité de destruction aussi envers elle-même, mais aussi envers les gens qui l'approchent. Donc voilà, c'est très... sa sœur, par contre, est un personnage que Garance, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Parce qu'elle est protectrice, elle a aussi, voilà, elle a aussi beaucoup de fêlures, mais elle essaie quand même de s'en sortir et elle a une décision, elle, personnelle, à prendre très importante. Voilà, donc ça joue aussi. Voilà, tout va se dénouer à la fin du roman. Je m'attendais pas à. Alors, le final n'est pas abracadabresque, hein, c'est tout à fait plausible et c'est un final assez terrible en soi. Enfin, la fin, ouais, quand même. Enfin, même si le tout dernier chapitre est vraiment porteur d'espoir, c'est vrai que le final, le dénouement de toute l'histoire est quand même très dur. Et c'est vrai, je vous l'avais déjà dit lors de la précédente vidéo, mais pour le coup, le livre porte vraiment très bien son titre, quoi. C'est vraiment les filures, c'est voilà, ce qui nous poursuit toute notre vie et comment est-ce qu'on peut s'en sortir justement quand on a été cassé comme ça dans son enfance. Donc c'est le premier roman de Barbara Abel que je lisais alors qu'elle en a écrit déjà je ne sais combien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est entre suspense et drame familial et vraiment un très bon roman. J'ai Derrière la haine aussi de cette autrice et bon, je le lirai aussi parce que enfin, je me replongerai dans d'autres Barbara Abel, ça c'est sûr. Sinon, j'avais lu en lecture commune, toujours avec la chaîne Il est bien ce livre, Badman. Donc c'est de Datan Auerbach aux éditions Belfond Noir. Donc là, on est dans un sujet aussi pas facile. On suit comment Ben, un ado de 15 ans qui emmène son petit frère Eric. Alors c'est son demi-frère, mais bon, ils vivent ensemble. Il vit avec son père, avec sa belle-mère. Il l'emmène au supermarché et là, le drame, son petit frère disparaît. On se retrouve 10 ans plus tard. Alors Ben, on se rend compte qu'il est quand même assez démoli par ce qu'il a vécu. Non, 5 ans plus tard, j'ai une bêtise, oui, 5 ans plus tard. Donc il a 20 ans, Ben. Il a redoublé plusieurs fois. On sait que il a une douleur à la cuisse et enfin, quelque chose d'assez très douloureux apparemment. On apprend au fur et à mesure ce qui s'est passé pour qu'il ait cette douleur importante à la cuisse qui le paralyse par moments. Il est obligé de serrer les dents, mais vraiment, voilà, c'est vraiment très, très dur. Et bon, ils cherchent du boulot, voilà, ils ne sont pas d'une famille aisée. Son père travaille comme livreur de journaux. Sa belle-mère a arrêté de travailler depuis la perte de son enfant, la disparition de son enfant. Et lui, il trouve une petite annonce et il va se faire embaucher dans le magasin de supermarché dans lequel son petit frère Eric a disparu. Donc c'est assez perturbant, très noir, hein, parce qu'on parle de disparition d'enfants. Lui, il va être un peu
à la fois gardien et aussi il va s'occuper de faire l'inventaire des rayonnages, de ranger. Donc il travaille la nuit. Donc vous avez cette espèce d'ambiance dans un supermarché déserté, des réserves désertées avec une machine qui est un peu effrayante. C'est une machine qui sert à broyer les cartons, à les resserrer, donc tous les cartons dans lesquels voilà, ils ont toutes les marchandises. Cette espèce de machine, on a l'impression, on se dit qu'il va y avoir un drame avec cette machine, c'est obligé à un moment ou à un autre. Et, voilà, elle fait un peu peur cette machine, quelque part elle est un peu humanisée, elle fait un peu peur, il y a une ambiance comme ça très noire, et on se dit, est-ce que Ben s'imagine des choses, parce il a l'impression que, voilà, il va retrouver son petit frère, qu'il y a des indices qui sont semés sur son passage, pour lui rappeler son petit frère et il va faire tout ce qu'il peut, il va réinterroger plein de gens, plein de voisins, même des nouveaux habitants, il va redistribuer des affiches avec la photo de son petit frère pour essayer il va même essayer de faire un portrait de son petit frère plus âgé de 5 ans. Enfin voilà, il va vraiment essayer à tout prix de... Mais on se dit, est-ce que... Voilà, il est assez perturbé comme jeune homme quand même, hein, en plus, il est obèse. Enfin, là, au début, il est obèse. Enfin, là, il est entre gros et obèse. Donc, il n'a pas forcément des rapports. Il n'a pas fait forcément une scolarité très facile. Il a cette douleur toujours à la cuisse. Et puis, je vous dis, cette atmosphère qui est assez pesante. Donc, on est vraiment dans du roman très noir. Et le final. Enfin, il y a des moments, il y a des choses qui se greffent. Et on se dit, bah non, c'est pas possible. Mais en fait, à la fin, tout se recoupe. Mais c'est dur, c'est vraiment très dur. Bon, après, moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, hein. Vraiment, c'est à découvrir. Je crois s'il a écrit un autre roman, mais qui n'a pas été traduit. Il est américain, Dathan Auerbach. Mais vraiment, on est dans une atmosphère très noire. Et j'ai beaucoup aimé. C'est bien écrit, voilà, c'est pesant, mais un roman noir, c'est ça aussi. Et c'est vraiment à découvrir. Bon, en plus, il est sorti moi j'ai la version brochet, mais il est sorti en poche, de toute façon, je l'ai acheté d'occasion. Donc, après, il ne faut pas avoir peur, voilà, de parler de disparition d'enfants et de sujets un peu plus complexes. Enfin, voilà, bon, je crois que je vais m'arrêter là pour déjà cette première vidéo sur les... Parce que je vois que le temps défile aussi, sur une update lecture, mais je vous en referai un ultérieurement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!